Salutations et paix sur votre maison. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du colorisme. J'aimerais aujourd'hui parler de parents métis qui ont fait deux enfants. Une était beaucoup plus claire que l'autre. Et à l'école, ils se sont rendus compte très tôt que celle qui était beaucoup plus claire était mieux traitée que celle qui était beaucoup plus noire. J'aimerais bien aujourd'hui partager avec vous le colorisme et ses effets négatifs sur la mentalité et sur toute la population africaine. C'est vrai que les Africains du Nord ne se considèrent pas comme noirs. Le colorisme, c'est un peu comme la puissance. Ça force un choix. Ça ne devrait pas. Mais le colorisme est une réalité. Une réalité qui a été imposée à l'Afrique ou qui existait déjà en Afrique, dans la mesure où je me souviens quand j'étais petit, lorsqu'on avait deux sœurs qui portaient le même nom, on disait généralement « Ah non, appelle Adja. Laquelle des Adja? Adja la claire ou Adja la noire ?» Lorsque deux frères s'appelaient François, il y a un qu'on appelait Tchébé, l'autre on appelait Tchéfin. En ce moment-là, il n'y avait pas de bagage associé à la teinte de la peau, à la teinte de la couleur de la peau. La première fois que j'ai été confronté au colorisme, je vis à Londres, c'était à un match de football où mon fils jouait. Et mon fils a marqué un but contre un gardien, et le gardien était métis, et son équipe a été éliminée. La première injure qui est sortie de la bouche de cet enfant, c'était Blick Monkey, ça veut dire singe noir. Ce n'était pas le fait qu'il insulte singe qui était le problème. C'était le fait qu'enfant métis de père noir, il appelait un autre noir, tu es noir. Être noir est foncé, être noir est clair, c'est être noir. Je sais, c'est beaucoup plus marqué chez les filles. C'est beaucoup plus marqué lorsqu'une fille a les cheveux bouclés, ou une fille a les cheveux afro, ou une fille a les cheveux beaucoup plus fins. Je le sais très bien. Mais en vérité, avant, chez nous, ce n'était pas un problème d'être plus noir ou plus clair. Ouais. Au niveau des femmes, je sais que lorsqu'une fille portait les cheveux en afro, on se disait que c'était une fille ok. Mais lorsqu'elle avait les cheveux défrisés, les cheveux tirés, on se disait qu'elle était soit de famille riche, soit elle partait, elle venait d'une sortie où elle allait sortir. Donc elle se faisait beaucoup plus belle. L'influence des médias était certaine. Je voyais ma mère faire des afros au temps où il y avait la Black Exploitation, lorsque les Noirs faisaient des films, puisqu'il y avait des films français, n'avaient que des acteurs français. C'était les films américains qui étaient la référence de mes parents. Mon père avait aussi un afro, ma mère avait un afro. Certains devaient montrer qu'ils avaient une télévision à la maison. Et pour montrer qu'on a une télévision à la maison, ça veut dire qu'on a suffisamment d'argent, on fait les cheveux comme il faut. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de produits pour se faire les cheveux. Cela n'a pas duré longtemps. Les Blancs nous ont démontré ainsi dans les médias, dans la publicité, etc., que la femme qui avait les cheveux raidis, dans la publicité, était traitée comme une reine par son mari. On la voyait acclamée par ses enfants. Dans la même publicité, celle qui était en train de piler du foutou, en train de faire plus d'efforts, en train de souffrir, toute transpirante, était celle qui avait les cheveux afro. Ainsi donc, on nous démontrait que celle qui avait les cheveux afro était celle qui devait souffrir au naturel, au grégaire, et celle qui avait les cheveux bien faits était celle qui ressemblait le plus à la blanche, donc qui était le mieux traitée. Les airs des indépendances avaient bien soufflé. Ce n'est pas très sûr si les colonisateurs, les ex-colonisateurs, en quittant la terre africaine à cause des indépendances, avaient prévu de manière économique saisir le marché, ou si ça a été juste une aubaine. Quoi qu'il en soit, la saisie du marché avec la télévision était un plan doré. Ils avaient maintenant tout un ensemble de produits que les Noirs n'avaient pas à vendre. Et où se les procurer, si ce n'est que chez les Blancs. À la télévision, les speakerines qui ressemblaient le plus aux blanches étaient celles qui acceptaient, celles qui trouvaient du boulot. La fille métisse, c'était le top. Jusqu'aujourd'hui, cela est resté. La fille métisse, c'est le chien vert, c'est la rareté, c'est ce qu'il faut trouver. Mais la noire, celle qui avait les traits les plus fins, oui. Mais celle qui était purement africaine, alors là, pas de place. Pas de place comme speakerine, pas de place dans les téléfilms. C'était difficile. Ce n'était pas par pure méchanceté. Non, nous ne devons pas être aussi naïfs. Il est vrai que, quand même, en Afrique, c'était les Blancs qui étaient les plus riches. C'est eux qui avaient les moyens financiers, c'est eux qui avaient la manne financière. Ainsi, les speakerines qui ressemblaient et qui pouvaient vendre en même temps aux Noirs et aux Blancs, la fille métisse, était celle qui trouvait le boulot le plus facilement. Elle pouvait être noire, elle pouvait avoir du sang noir, mais elle avait l'accent blanc. Et cela était apprécié de gauche et de droite. C'est ainsi que les médias ont véhiculé toute une image de la peau claire
qui devait être la peau la plus proche de Dieu. Ainsi, plusieurs présidents avaient marié des femmes blanches, Léopold Sédar Senghor, etc. Celle qui était par contre noire, qui avait été mariée par le président Félix Houphouët-Boigny, a été classée comme la Jackie Onassis des Africains, parce qu'elle avait tout pour ressembler à une blanche, sauf la peau, le nez, les traits, le caractère, le derrière, toute la forme. Elle était acceptée par tous les médias américains, une noire qui faisait blanc. La science est venue exacerber le tout. Maintenant que la magie de la chimie a permis aux cheveux noirs de se raidir pendant beaucoup plus longtemps, une explosion sur le marché africain s'est faite. De tous les pays, les francophones comme les anglophones. Il y avait aussi maintenant des produits pour se décaper la peau. Et du décapage de la peau, nous sommes arrivés à enlever les pigments noirs. Bien sûr, ça crée des maladies aujourd'hui. Mais qui le savait en ce temps? Lorsqu'on était au collège, en Afrique, on nous a appris qu'il y avait une tribu de filles très claires, appelées les Djimini. Apparemment, celui qui mariait ces femmes-là n'avait pas beaucoup de chance en amour. Ben, c'était un mythe. Les Djimini n'ont plus ce problème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est la femme noire qui risque de ne pas te donner de chance. Le colorisme est là. Il va durer, il va rester. Il n'est pas seulement en Afrique, il n'est pas seulement dans les pays francophones. Il existe même dans les couches de société mélangées et métisses. Vous irez dans les îles africaines, vous verrez que les plus clairs sont au-dessus et les plus noirs sont, même dans la même famille, sont traités différemment. Le colorisme est un problème. Frères et sœurs, j'aimerais proposer ceci. Que l'Africain commence à présenter sa couleur noire avec fierté. Que l'ébène soit considéré comme un bois sacré. Que quelle que soit la teinte de la peau, le noir sache que quand il est noir, il doit être fier de sa couleur. Après tout, le soleil, lorsqu'il nous frappe à la peau, il devient de la vitamine, il nous donne de la force. Le soleil n'est-il pas source de vie? Nous avons été créés de sorte à assimiler la force du soleil. Le noir est beau. Qu'est-ce qu'il y a de mieux sur la terre que ce qui représente la force, que ce qui représente la beauté vraie et naturelle? C'était le fondé de pouvoir, Axel Fabi, depuis les studios OFD. Salut et paix sur votre maison.